travaillais dans Chinatown, j'habitais à Brooklyn, et puis c'était vraiment la vie de la ville. Et en fait, j'étais super malheureuse. Ça me convenait pas, ça me manquait tellement la nature de la Suisse, le lac, les montagnes. C'est assez récent en fait que je m'intéresse justement aux vêtements anciens et que j'assume aussi de les porter et puis de créer des tenues un peu mélange entre moderne et ancien, parce que j'ai pas non plus de me promener en costume traditionnel dans la rue, mais presque. Pour certaines personnes, je pense que ça ressemble à ça. Enfin, en fait, au tout début, après mon école, je voulais plus du tout faire ça parce que j'étais dégoûtée, plus du tout inspirée, j'avais plus envie de faire du vêtement. Puis après, petit à petit, c'est revenu. Je me suis dit, en fait, j'ai quand même encore cette créativité qui est là. J'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça à temps partiel. Et après, au fur et à mesure, j'étais en fait, non, j'aime vraiment faire ça et je crois que j'ai vraiment envie de faire ça à plein temps. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sabrine. Ça me fait trop rire à chaque fois de devoir dire bonjour, alors que la plupart du temps, je bois un café avant avec mes invités. Ouais. Mais bref, ça me fait extrêmement plaisir qu'on enregistre cet épisode aujourd'hui ensemble. Ouais. Comment tu te sens? Première question. Bien, un peu nerveuse, c'est ma première fois, mais je me réjouis. C'est ta première fois que tu parles dans un micro, qu'on t'interviewe comme ça? Ouais, exactement. Ok, ok. Bah, j'en suis encore plus honorée, franchement. C'est trop cool. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Stéphanie Bircher. J'ai 30 ans et je suis créatrice de vêtements et accessoires. Je travaille avec des matériaux anciens, de seconde main. J'ai une démarche écologique dans ma pratique. Et aussi, ça me tient à cœur de conserver des artisanats anciens, suisses. Et j'essaie d'intégrer ça à ma pratique de plus en plus. Voilà. Ouais. Je tiens à remercier Isabelle, qui se reconnaîtra, parce que c'est elle qui m'a envoyé ton profil. Et puis, je crois qu'elle m'avait envoyé d'autres profils, d'ailleurs. Elle était hyper impliquée pour trouver des invités pour le podcast. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai découvert ton travail sur Instagram. Et je trouvais trop intéressant. Enfin, tu as un univers complètement à toi. Et du coup, on va essayer de décrypter un petit peu ça aujourd'hui. Je voulais commencer en lisant une description d'un post Instagram que je t'avais envoyé d'ailleurs, où tu disais... est-ce que je le lis en entier? Allez, je vais le lire en entier. Tu disais « Je pensais que pour être une véritable créatrice de mode, il fallait vivre dans une grande ville et aller à des soirées huppées, mais je ne corresponds pas à cette description, je suis définitivement une fille de la campagne. » C'est quoi être pour toi déjà une fille de la campagne? Pour moi, c'est aimer le calme. Je suis quelqu'un d'introverti de base. J'adore la nature, j'adore être entourée d'animaux. J'ai besoin de ça, donc... Ouais, ça colle pas vraiment à la vie de la ville et puis à être dans des soirées, dans des événements avec plein de monde, etc. C'est pas trop ça, quoi. Et toi, pour toi, la mode, c'était vraiment lié à ça? Pas mal quand même, oui. Je pense qu'en fait, j'ai surtout côtoyé ce milieu quand j'ai fait mon stage pendant mon école à New York. Donc vraiment la ville, pour le coup. Où je bossais pour une marque qui s'appelle Eckhaus Lata. Ok. Je connais pas. Ouais, alors maintenant ils ont assez percé, mais ça reste quand même très mode. Enfin, je pense que le grand public connaît pas trop, mais à l'époque c'était encore assez petit. Et je travaillais dans Chinatown, j'habitais à Brooklyn, et puis c'était vraiment la vie de la ville. Et en fait, j'étais super malheureuse. Ça me convenait pas, ça me manquait tellement la nature de la Suisse, le lac, les montagnes. Ouais, ça me convenait pas trop, quoi. Puis après, on a fait la Fashion Week avec cette marque. Donc, c'est tout un univers assez étrange pour moi, mais super intéressant aussi, mais qui me convient pas trop. Un manque d'authenticité, en fait. Ok. Toi, t'as fait ta formation à la Aide, ouais, c'est ça? Et du coup, c'était dans ce cadre-là que t'as eu ton stage à New York? Oui, c'est ça. Ok. Comment t'as vécu ta formation à la Aide? Alors, pas très bien, pour être honnête. Okay. Il y a eu plein de points positifs. J'ai eu des super profs de technique, par exemple. Natacha, si elle passe par là, c'était une super prof pour la coupe et le moulage, pour créer des patrons. Après, c'était un climat très compétitif, assez rude, où en fait, tu peux travailler autant que tu veux, même faire des nuits blanches. Ça va pas forcément payer parce que on peut te démonter ton concept en 5 minutes. Ouais, c'était assez dur.
Mais du coup, je pense que ça m'a vraiment fait réfléchir justement à ce milieu où il y a beaucoup de choses qui sont normalisées. Franchement, un peu l'exploitation des stagiaires aussi, les stages non payés, des ambiances de travail qui sont hyper malsaines. Et j'ai l'impression que c'est limite pas romantisé, mais c'est hyper banal. Ouais. Enfin, après, mes sources sont TikTok et les témoignages TikTok des stagiaires dans la mode, mais ça revient très souvent, tu vois, même dans les grandes maisons de luxe où tu te dirais, bon, bah, c'est une grande maison, il faut qu'elle soigne son image et tout, où les stagiaires sont souvent vraiment sous pression, malmenés alors qu'ils sont pas payés, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est une réalité. C'est un milieu qui est particulier, je pense. Ouais, c'est vraiment particulier, mais ouais, il y a aussi ce bizutage des nouveaux venus. On va pas les aider, surtout à pas leur donner de conseils, pas partager ce qu'on a acquis. C'est un peu chacun pour soi. Enfin bon, il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Là, je dresse un portrait super glauque, mais ouais, c'est un milieu qui m'a pas du tout plu. Ouais, mais même pour avoir accès à la aide, tu dois créer un dossier, non ? C'est sur candidature. Ouais, c'est très compétitif. Je sais pas ce que c'est les chiffres exactement, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas pris à la aide. Ouais, j'ai toujours entendu que c'était hyper compliqué d'y entrer, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que ce monde-là, il t'a attiré ? Enfin, et qu'est-ce qui t'attire dans la mode et même dans la couture, dans la création de pièces qu'on va porter ? Ben ouais, c'est une bonne question. Je pense pas que c'est le milieu vraiment qui m'a attirée. Ok. Mais ouais, vraiment créer des habits, je sais pas, c'est venu très naturellement en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Mais déjà au gymnase, j'avais fait mon travail de diplôme. J'avais fait un défilé. C'était nul, honnêtement. Au gymnase, c'était un premier pas. On a quel âge au gymnase ? 15 ans par là ? Ouais, je sais même plus. Dans le gymnase, je dois toujours faire l'équivalent Valais-Vaux. Mais le gymnase, ouais, c'est notre collège, quoi. Ouais, t'avais entre 15 et 18 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce projet-là. J'aimais bien m'habiller. Style d'adolescente très questionnable, mais... On s'est tous cherchés. Hein. Moi aussi, quand je revois des photos, je me dis, oh là là. Ouais, mais du coup, ouais, j'avais fait ça. Et après ça, je sais pas, j'ai continué là-dedans. J'adorais ça. C'est venu un peu naturellement, en fait. Ok. Mais moi, ce que j'aime bien raconter comme anecdote, c'est que mes deux deuxièmes prénoms, c'est du coup Stéphanie, Émilie et Lucie. C'est deux personnes de ma famille. Et l'une dirigeait une fabrique de chapeaux de paille en Argovie. Et l'autre, elle était couturière modiste. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas pour rien que j'ai hérité de ces prénoms. C'est sûr, ça. Enfin, moi, je crois assez à je sais pas, le patrimoine génétique qui... ouais, exactement. Qui traverse les périodes. Et puis, ouais, franchement, c'est ouf, hein. C'est génial. Mais je crois que je t'en avais parlé la première fois qu'on s'est rencontrés. Je trouve génial que tu connaisses aussi un peu l'histoire de ta famille et tout. C'est génial. Du coup, actuellement, tu es indépendante. Oui. Tu as ta marque. Exactement, ouais. Qui porte ton nom. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'appeler ta marque par ton nom ? Je pense que c'est parce que j'avais vraiment cette volonté d'être authentique, de créer justement une marque de vêtements qui soit authentique, transparente. Et c'est vraiment juste moi qui mets tout mon amour dans ce que je fais, toutes mes valeurs. Donc c'était assez logique de mettre mon nom. Je pense que j'avais pas envie de me cacher derrière un nom de marque un peu lambda. Ou voilà, c'est moi, je fais ça, c'est mes valeurs et puis c'est ce que j'aime faire. Et c'est pour ça. Ouais, mais je trouve que ça fait trop sens parce que t'as un univers, je sais pas si particulier, mais t'as ton univers à toi, tu vois. Je trouve que ça fait je sais pas, je trouve qu'il y a une logique dans le fait d'appeler ta marque par ton nom. Toi, tu prends énormément de soin à choisir les pièces avec lesquelles tu vas travailler. Parce que si on explique un petit peu aux gens, tu vas chercher des tissus ou des pièces qui sont déjà faites et tu les retravailles, c'est ça ? Ouais, exactement. Et surtout des tissus. Ok. Et c'est des tissus qui sont particuliers dans le sens où tu prends pas n'importe quel tissu, tu prends des tissus anciens. Oui. Comment est-ce que tu choisis les pièces avec lesquelles tu vas travailler et pourquoi est-ce que tu prends autant soin de choisir les tissus avec lesquels tu vas travailler ? Déjà, pour moi, il y a déjà les matériaux.
Pour moi, tout ce qui est synthétique, c'est déjà pas écologique, mais aussi, j'aime pas le porter. C'est vraiment... Pourquoi t'aimes pas le porter? Parce que ça fait transpirer pas mal les fibres synthétiques. Du coup, ça macère un peu, ça garde pas mal les odeurs. Enfin, juste au niveau de... Pour porter, je trouve que c'est pas hyper confortable. Et après, il y a tout le problème des microplastiques. Quand on lave en machine des vêtements avec du synthétique, il y a beaucoup de petites fibres plastiques qui passent à travers les filtres, qui se retrouvent dans l'eau, dans les lacs. Donc voilà, niveau écologique, c'est pas incroyable. Et en bout de chaîne, pareil, ça peut pas tellement se recycler, pas se composter. Bon, après, ça, c'est assez complexe pour les vêtements, mais voilà, c'est pas des fibres que j'aime beaucoup. Ça bouloche aussi, selon les mélanges, etc. Donc... pas de fibres synthétiques, ou le moins possible. Des fois, quand un tissu est trop beau, je fais aussi des entorses. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais voilà, fibres naturelles. Après, il y a la qualité qui est importante, parce que ce que je vais faire, ça a aussi un certain coût, vu que c'est produit tout en Suisse. Donc, c'est vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de taches, que ce ne soit pas usé. Donc, en seconde main, c'est un gros tri à faire. C'est pas hyper facile de trouver ces matières. Et après, quand je trouve des tissus... je dirais, du siècle passé, y a une qualité qui se fait plus aujourd'hui. C'est souvent, ça peut être des tissus tissés main, ils ont une certaine épaisseur, une certaine qualité, résistance au temps qu'on trouve difficilement aujourd'hui, je trouve. Donc, j'aime bien me tourner vers ces matériaux. Ok. D'où te vient toute cette connaissance? Enfin, comment actuellement tu peux te dire, ok, ce tissu, t'arrives à estimer un petit peu l'époque à laquelle il a été créé? L'expérience, enfin, je traîne tout le temps dans les brocantes et j'adore ça. Donc, au fur et à mesure de vraiment toucher les tissus, aussi savoir reconnaître les matières au toucher, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a du synthétique caché, on s'en doute pas vraiment, mais j'affine de plus en plus, justement. Ouais, c'est vraiment l'expérience. Après, il y a certains imprimés, on peut direct les lier aux années 60-70, par exemple, ou plus tard, aux années 80. Certaines couleurs qui sont utilisées. Puis après, dans les tissus vraiment anciens, c'est assez reconnaissable. C'est souvent des nappes, des draps en lin. On peut voir dans les bords, quand c'est tissé à la main, il y a une irrégularité comme ça. Ouais, c'est la curiosité, puis l'expérience. Mais tout ça devient vraiment... Enfin, t'as quand même une passion pour l'artisanat, pour le fait main. Comment t'expliques ça? Pareil, je pense que ça me vient de ma grand-mère, en fait. Elle était passionnée par les meubles anciens. Elle en restaurait beaucoup avec mon grand-père. Elle les revendait. Elle allait tout le temps dans les brocantes. Elle a amassé beaucoup de choses, beaucoup d'objets, de l'art rural suisse, des boîtes peintes à la main, etc. Elle a vraiment une passion de ça. Que je pense que j'ai hérité, tout simplement. Et ouais, il y a une magie, il y a quelque chose de magique dans les objets anciens qui ont une histoire que j'adore et qui m'inspire beaucoup. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, bien sûr. Ouais. Non, je te disais d'où vient un peu cette passion. Parfois, c'est pas facile non plus à répondre, tu vois. Parfois, t'es attirée par des choses. Je parlais avec une autre invitée de pourquoi est-ce qu'elle était attirée par une certaine danse. Elle me disait, je sais pas, j'ai juste ressenti quelque chose quand j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui dansait cette danse-là. Ouais. Donc parfois, c'est aussi inné un peu, tu vois, c'est en toi. Ouais, exact. Ouais, mais en parlant avec toi, j'ai l'impression que toi, tu milites pour conserver un certain savoir-faire, un certain artisanat qui est suisse. C'est vrai que avec la discussion qu'on a eue aussi en buvant un café la première fois, on parlait du fait qu'on a tendance à perdre les traditions, en tout cas dans le canton de Vaud. Est-ce que pour toi, c'est une mission que tu t'es donnée de faire revivre, de prolonger la durée de vie de ces traditions, de ce savoir-faire artisanal vraiment suisse? Ouais, c'est vraiment ma mission. Comme tu as dit, c'est mon rêve de pouvoir perpétuer, garder des ateliers qui ont des pratiques artisanales aussi au-delà du textile, que ce soit le bois, plein d'autres choses, la céramique, etc. C'est un peu la mission que je me suis donnée, ouais. Après, maintenant, je suis en train de revoir un peu aussi
mon cadre, parce qu'avant, j'étais beaucoup, alors la Suisse, ce sera un peu ma limite géographique ou bien le cadre que je me donne. Mais en fait, je remarque vraiment que c'est un peu un concept beaucoup plus abstrait que ça, parce que les pratiques artisanales, elles traversent les frontières. On a beaucoup plus de similitudes avec, je pense, la France voisine, Aoste, que peut-être avec l'autre bout de la Suisse dans les Grisons. Donc je revois un peu ça aussi. Je me dis, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi qui me plaît, et puis je vais pas me limiter à la Suisse, parce que c'est un peu un concept, au final, qui fait pas beaucoup de sens. Ouais. Là, t'es indépendante depuis quand ? Depuis 2022. Ok. Donc ça fait 2 ans. Ouais. Et maintenant, tu vis de ton activité ? Oui. Alors, c'est un grand mot de dire vivre de ça, parce que j'ai pas vraiment de salaire. Ouais. Disons que je m'en sors mois après mois, ça rentre dans l'ordre. J'arrive à vivre avec ça, oui. Mais j'ai pas vraiment non plus un salaire. C'est en train de se mettre en place encore. Oui. Mais c'est ma principale source de revenus. Je fais aussi plein de petits projets à côté, genre du cidre avec mon copain. On a aussi organisé un festival à la Tour de Paix. Ok, un festival de quoi ? Autour de la nourriture et des boissons faites localement. C'est quoi le nom du festival ? Ça s'appelle la Fête à la saucisse. Ok, j'avais jamais entendu. Ouais. Okay. Bon, en fait, c'est la 3e fois qu'on fait ça. Et là, c'était vraiment la première fois qu'on faisait à grande échelle. Mais c'est un peu revisiter la fête de village, mais avec une nouvelle approche, en consommant vraiment des choses locales, faites artisanalement, souvent cultivées en biodynamie aussi, et des jeunes artistes de la région. Enfin voilà, un peu mixer les deux, et puis ça a super bien marché, c'était chouette. Ouais. Mais du coup, depuis 2 ans, tu t'es quand même dit, ok, là, mon temps... Enfin, ce qui te demande le plus de temps et ton projet principal, ça reste ta marque. Oui. Comment est-ce que tu as un petit peu sauté le pas ? Progressivement, quand même, parce que... T'es pas, du jour au lendemain, tu t'es pas dit, ok, là, je me consacre uniquement à ma marque ? Enfin, est-ce que tu travaillais, tu as baissé ton taux de pourcentage ? Voilà, comment c'est ça s'est passé ? En fait, au tout début, après mon école, je voulais plus du tout faire ça, parce que j'étais dégoûtée, plus du tout inspirée, j'avais plus envie de faire du vêtement. Donc j'ai commencé à me dire, il faut que je me retrouve un autre travail. J'ai essayé de me réorienter, j'ai fait des stages, je me suis intéressée au social, enfin là j'ai fait d'autres choses. Puis après, petit à petit, c'est revenu. Je me suis dit, en fait, j'ai quand même encore cette créativité qui est là. J'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça à temps partiel. Et après, au fur et à mesure, j'étais, en fait, non, j'aime vraiment faire ça. Et je crois que j'ai vraiment envie de faire ça à plein temps, de mettre toute mon énergie là-dedans. Donc quelque chose qui fait du sens et qui me parle. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai avancé un petit peu. Après, je me suis lancée. Ça t'a fait peur un peu, cette histoire d'indépendance ou Oui. Surtout que je viens pas du tout d'une famille d'indépendants, d'entrepreneurs. Donc mes parents, ils étaient assez flippés. Enfin voilà, l'optique c'était plutôt oui, il faut trouver un vrai travail. Et puis à côté, un vrai travail. Ouais. Tu fais ce qui te plaît. Enfin voilà, après ils m'ont toujours soutenue. Mais voilà, c'était pas trop l'éducation non plus de prendre ce super risque et de se lancer. Mais je crois que, moi j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix, dans le sens où de faire un peu à moitié, puis d'avoir aussi un job plutôt alimentaire à côté, ça me rendait pas super heureuse. Je m'y retrouvais pas. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui a du sens pour moi à plein temps. Et puis c'est là où j'étais, en fait, j'ai plus le choix, parce que si je veux être bien épanouie, faut que je saute le pas. Et j'ai pas regretté à aucun moment. C'était vraiment la bonne décision. Même si des fois c'est un peu le stress financièrement, qu'il y a des hauts et des bas bien sûr, mais tu préfères cet inconfort-là plutôt que de subir un peu un travail alimentaire, quoi. Ouais. C'est hyper courageux, hein. Ouais, je sais pas pense. Si... franchement, là, de plus en plus, j'entends parler à plein de gens qui partent en indépendant, et je trouve ça trop bien. Et je trouve ça un inconfort, surtout les débuts, tu vois, qu'il faut affronter, mais après, du moment que tu arrives à vivre de ta passion, c'est trop bien. Franchement. Ouais, clairement. Mais je pense que ce qui m'a fait sauter le pas, c'est un peu un acte de foi, genre, ok, maintenant j'y crois. Et comme tu disais, t'as plus le choix. Parce qu'en vrai, évidemment que t'as le choix. Enfin, oui. Mais tu te dis,
peut-être que tu te convaincs même de te dire non, mais je suis heureuse comme ça, donc j'ai pas le choix de faire autre chose, quoi. Ouais, ça sonnait pas juste de faire ça à moitié en moi, quoi. J'étais pas convaincue. Mais ouais, c'est un peu un saut de confiance. Je me dis, bon, j'y vais. En faisant ce que j'aime, ça va marcher. Bon, j'ai aussi un côté un peu naïf. Hein. Donc moi, je saute. C'est pas plus mal, hein, franchement, parfois. Je saute à pieds joints, genre, ouais, ça va aller. Si je crois en ce que je fais, ça va bien se passer. Alors, c'est un peu plus dur que ça, mais l'un dans l'autre, ça se passe bien. J'ai toujours mangé à ma faim. Enfin, voilà, ça s'est bien passé. Donc, c'était aussi juste de sauter ce pas, de faire confiance au processus et à la vie et tout. Là, ta semaine type, elle s'articule comment C'est quoi ton rythme de travail? Alors, il n'y a pas de semaine type du tout. Sérieux? Okay. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce que j'aime bien, qui me convient aussi à moi. Je pense peut-être certaines personnes ont besoin de plus de cadres pour travailler ou pour être productif ou inspiré. Moi, je suis ce que j'ai envie de faire quasi au jour même, en fait. Ok. Et comme j'ai plusieurs pratiques différentes, je fais et du vêtement, et des bijoux, et du tissage à la main, et des teintures végétales. Voilà, ça change un peu selon les phases. Des fois, je vais être à fond dans le tissage, à fond dans les teintures. Là, c'est plus les teintures ces temps. Donc, je suis vraiment ça. Et je suis mon inspiration, quoi. Des fois, j'ai des boosts d'inspiration et je vais être tous les jours à l'atelier, tous les jours de la semaine, faire de la couture pour voir le résultat final, coudre des vêtements. Et il y a des phases où c'est un peu plus creux. Et puis, je me dis, bon, faut s'inspirer. Je vais m'inspirer, lire des livres, aller au musée. Enfin, j'ai vraiment pas de semaine type. Ouais. Mais c'est ce qui fonctionne pour toi. Ouais, ça fonctionne bien. Alors, moi, typiquement, j'ai besoin de me mettre une discipline, tu vois. Sinon, je crois que je me laisse trop aller, tu sais, avec les plaisirs futiles un peu. Ouais, bon, alors oui, c'est toujours un peu le risque, quoi. Mais... Ouais. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant. Hein. Je crois qu'on est tous hyper différents. Ouais. Moi, j'ai besoin tu sais, même de m'imposer toute seule des deadlines, tu vois, parce que sinon, je me bouge pas les fesses. Ah ouais, moi, j'arrive pas à les respecter, du coup. Ça me met je me mets trop la pression si je me mets un cadre un peu trop rigide, ça marche pas. Ouais. Mais parce que toi, t'as quand même ce truc t'as besoin d'être inspiré, tu vois. Et l'inspiration, tu peux pas l'avoir non-stop tout le temps. Enfin, tu vois, dans des trucs très créatifs. Mais du coup, t'as un atelier. Ouais, j'ai un atelier. Mais c'était important pour toi. Bon, déjà, je pense que rien que logistiquement, au bout d'un moment, de le faire chez toi, je parlais de ça avec une invitée de la saison 1, où elle disait qu'au début, elle Bacheba, donc qui crée des décorations d'intérieur, et qui disait qu'au début, c'était tout entassé dans sa chambre chez elle, enfin bref, et que c'était la galère. Et que là, maintenant qu'elle a son atelier, elle dissocie les deux. Quand elle va à l'atelier, elle travaille. Ouais, je pense que c'est important quand même. Après, bon, les teintures, je fais aussi chez moi. Et c'est petit chez moi. Ok. Donc, il y en a un peu dans le salon et tout, mais ça me dérange pas trop. Raconte-nous cette histoire de teinture. C'est des teintures naturelles. Ouais, exactement. J'avais jamais vu ça. Je l'ai découvert avec tes publications sur Instagram. Mais c'est quoi comme technique? Alors, c'est l'ancienne manière de fixer des couleurs sur du tissu, en fait. Les couleurs chimiques, c'est arrivé, je dirais... Je vais pas dire de bêtises. T'inquiète. Je pense que personne ne sait. Avec précision. Début 20e. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on a toujours coloré les tissus avec des plantes et par des procédés assez compliqués selon les plantes pour vraiment fixer la couleur, etc. Et du coup, je suis allée me former en Bretagne. Ok. Pour apprendre les bases de teinture naturelle chez Michel Garcia. Et j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment un peu... Tu sais pas vraiment quelle est exactement la couleur que ça va donner, comment ça va fonctionner. Tu peux aussi, en fait, tester n'importe quelle plante qui te fait de l'œil dans la forêt. Enfin, après, il faut faire gaffe, pas cueillir n'importe quoi. Et puis, cueillir ouais, ou bien des plantes trop rares ou quoi. Mais tu peux teindre avec n'importe quoi, en fait. Même des écorces d'arbres, des glands, il y a des tanins dedans, des feuilles, n'importe quel arbre. Tu peux tester. Après, il y aura beaucoup de jaune et vert dans ces plantes-là. Puis après, des couleurs plus difficiles à obtenir, c'est le rouge. Il y en a assez peu qui font du rouge. Et les bleus, ça, c'est encore un procédé différent. C'est
les plantes à indigo. Mais c'est intéressant. Puis ça sent super bon, toutes ces plantes séchées dans l'atelier. Après, tu fais des décoctions, juste en fait comme une tisane pour extraire la couleur. Et puis, il y a un procédé pour faire en sorte que ça se fixe sur le tissu en amont. Et puis, voilà. Du coup, là, je teste de faire vraiment des imprimés avec ça. Mais du coup, tu mets quand même un point d'honneur à te former à plein de techniques. Parce que je me rappelle que tu m'avais dit que tu étais allée à Savièse pour te former. Alors, attends, il faut que je me rappelle. Pour la création de ceintures traditionnelles, c'est ça? Ouais, c'était les ceintures traditionnelles des hommes de Savièse. Ouais. Qui s'appelle le Wako. Et c'était une vieille dame qui m'avait montré. Enfin, justement, elle voulait transmettre ce savoir parce qu'il n'y a plus personne vraiment qui faisait ça. Et puis, il y avait ses enfants ou petits-enfants qui avaient aussi appris ça. Puis moi, j'étais allée apprendre avec elle. C'est pas hyper compliqué. C'est assez joli. C'est un tressage de fil de laine hyper coloré. Et ouais, ça, j'étais allée apprendre il y a un petit moment déjà. Est-ce qu'il y a encore des techniques que tu voudrais apprendre? Est-ce que tu as des techniques en tête? Ouais, bien sûr. Ben, il y a quand même encore beaucoup de choses à explorer dans le textile traditionnel. Après, la dentelle, ça me fait un peu peur parce que vraiment, ça a l'air super compliqué. Mais j'aimerais bien, en tout cas, comprendre comment ça se fait. Aussi, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour donner une approche moderne, en fait, à toutes ces techniques anciennes. Qu'est-ce que tu portes actuellement, là? Parce que depuis un moment, je te regarde et ta robe, elle me fait trop de l'œil. Oui, alors c'est... ma robe préférée. Ok. C'est une ancienne robe suisse, je dirais début du siècle passé. Après, j'ai pas beaucoup plus d'informations sur cette robe, donc si jamais quelqu'un la voit et puis sait exactement d'où ça vient et tout, je serais curieuse. Mais je l'ai achetée sur Ricardo. Ah ouais. Ouais. Ok. Et puis... pourquoi c'est ta robe préférée? Ben, parce qu'elle est quand même visuellement assez impactante, avec ses rayures rouges et noires. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose que tu vois beaucoup de gens porter. Elle est longue, elle est ample. C'est pas non plus des coupes que tu vas trouver, disons, chez H&M ou comme ça maintenant. C'est vrai. Et puis, pareil, qualité du tissu, l'épaisseur. Je me dis qu'elle a une histoire que je connais pas vraiment, mais j'aime bien ce côté-là. Et elle est tellement confortable. Il n'y a rien qui te serre. Pourtant, je trouve que ça fait quand même une jolie silhouette. Et, pour toi, le fait que tes créations doivent être confortables, c'est un non négociable? Ouais. Tu fais vraiment attention au confort? Ouais, parce que je pense, pendant mon adolescence, j'ai beaucoup porté des choses super moulantes, des jeans moulants. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'aussi mon rapport au corps, il était un peu entravé par ces vêtements. Ça entrave la respiration, la digestion, les mouvements. Puis, j'aime pas du tout ça. Moi, j'ai envie de me sentir libre et bien dans mon corps. Et puis, que mon corps puisse juste vivre sa journée tranquille dans les habits en étant confortable. Je pense que c'est super important. Et c'est vrai que parfois, moi aussi, je me dis... Tu vois, moi, j'aime bien porter des talons ou des trucs... Dans la vie de tous les jours, j'aime bien mettre des pantalons amples et tout pour être à l'aise. Et après, c'est vrai que quand je dois faire un peu un effort, en fait, ça je fais une petite rime, ça rime toujours avec de l'inconfort, tu vois. Enfin, vraiment, parce que j'adore mettre des talons, mais au bout de, je sais pas, 30 minutes, j'ai mal aux pieds. Enfin, cet été, j'ai eu plein de mariages, je me disais, mais purée, mais c'est tellement ridicule. Genre, oui, ok, c'est joli, mais t'es pas à l'aise, quoi. Ouais. Mais je sais pas parfois pourquoi on s'inflige. Enfin, je sais que je vais continuer à porter des talons, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça parfois. Mais c'est vrai que c'est joli. Mais je pense que justement, il y a un équilibre à trouver entre des pièces où tu te sens hyper belle et bien et jolie pour toi-même et confortable. Ouais. Je pense que ce soit des matières un peu élastiques ou... Voilà, j'explore ça aussi et j'essaye de faire un mix entre les deux dans mes créations. Ouais. Toi, comment t'as trouvé ton style? Bonne question. Je pense que je l'ai pas encore vraiment trouvé, honnêtement. Parce que c'est assez récent, en fait, que je m'intéresse justement aux vêtements anciens. Et que j'assume aussi de les porter. Et puis de créer des tenues un peu mélange entre moderne et ancien. Parce que j'ai pas non plus de me promener en costume traditionnel dans la rue, mais presque. Pour certaines personnes, je pense que ça ressemble à ça. Mais je suis encore un peu en recherche. Mais surtout parce que
je pense que j'ai longtemps eu peu confiance en mon apparence, en mon corps, et je suis toujours très consciente de à quoi je ressemble là-dedans, comment les autres me perçoivent. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de déconstruire et d'être plus à l'aise avec ça et de me faire plaisir. Et je pense que je trouve de mieux en mieux mon style vraiment personnel, mais aussi de ne pas être influencée, de se dire « Ah ouais, mais est-ce que cette personne que j'admire, elle porterait ça ou pas ?» Enfin, j'essaie un peu de mettre ça de côté, parce que c'est dommage de se limiter. Mais voilà, c'est en cours. Ouais. Pour toi, c'est comment ? Je remarque que, tu vois, là, j'ai 27 ans. Je pense que pendant toute mon adolescence... Alors, mon adolescence, c'était n'importe quoi. Enfin, je me cherchais de fou. Enfin, bon, après, pour certains, tu me diras, c'était pas non plus... j'ai jamais été dans les extrêmes, tu vois. Mais c'est vrai que je me souciais beaucoup du regard des gens. Bon, après, en général, c'est plus t'es jeune. Enfin, tu déconstruis ça, en général, avec les années. Ouais, c'est clair. Et je sais que... En fait, je me rappelle, ça me fait trop rire parce que je me rappelle quand j'avais commencé le collège. Donc, le collège, c'est le gymnase pour vous ici dans le canton de Vaud. J'étais arrivée dans une école où c'était les gens stylés, c'était vraiment, tu sais, un peu je saurais pas comment décrire ce style un peu hipster, tu sais, où on mettait des gros pulls de grand-mère avec des imprimés un peu des années, je pense, 80, enfin. Et du coup, je m'étais mise dans ce style-là, et maintenant je vois des photos, je suis là, mais au fond, ça va pas du tout. Et c'est tellement loin de qui je suis, en plus. Maintenant, je mets des bigs ongles, enfin bref. Et mais je crois que, ouais, j'avais aussi un peu ce truc de... En fait, j'ai toujours été attirée par les trucs ultra féminins. Je pense de par la façon dont dont on m'a éduquée, tu sais, même avec les modèles avec lesquels je me suis construite et tout. Et je crois qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai un peu rejeté ça. Enfin, je me disais, non, il faut... Enfin, je sais pas. Bref, c'était très compliqué pendant mon adolescence, mais maintenant, franchement, j'assume de plus en plus. Même, tu vois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me maquiller, j'aime les longs ongles, des trucs comme ça. Et pendant un temps, je me disais, mais pourquoi ça peut être perçu comme superficiel et tout. Et maintenant, je m'en fiche, en fait. Et je crois que j'essaye aussi de plus en plus de trouver mon style. Après, je suis encore assez influencée par les tendances. J'essaye de déconstruire un peu ça, parce que surtout maintenant, il y a tellement... Enfin, toutes les 2 semaines, il y a des nouvelles tendances. Et j'essaye aussi d'avoir un peu un regard plus écolo aussi. Même si je suis loin encore... je suis encore un peu une victime de la fast fashion. Je vais chez Zara. J'essaie quand même de moins... En général, je m'achète des pièces que je vais garder longtemps. Typiquement, tous mes manteaux sont de chez Zara, mais ça fait quand même 5-6 ans que je les ai. Je suis pas quelqu'un qui change tous les jours non plus, mais j'ai encore du chemin. Et j'ai ma meilleure copine Alicia, si elle nous écoute, qui est à fond écolo et qui est à fond fripe. Et il faut que j'apprenne un peu plus d'elle, ouais. Mais après, je sais pas, je crois que j'ai aussi... je sais pas ce que c'est pour toi, mais... Enfin, ma phrase n'était pas française. Je sais pas comment toi tu le vois, mais pour moi, c'est moins important de trouver mon style. Enfin, pendant longtemps aussi, c'était un peu un truc de... Il faut que j'ai mon style, que je m'affirme. Maintenant, je porte un peu ce que je veux selon mes envies, mais c'est plus autant important d'avoir un style. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je comprends. Mais je sais pas si ça te fait ça, mais moi, j'ai vraiment des moods ou des périodes où j'ai envie d'être, justement, comme tu dis, d'un coup, féminine. Enfin, j'en sais rien. Ça dépend ce que ça veut dire féminine aussi maintenant. Mais c'est vrai. D'un coup, j'ai envie de porter des robes. D'un coup, j'ai plus envie d'être en pantalon avec une salopette parce que je vais aller, je sais pas, travailler à la vigne, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu des phases. C'est cool aussi de changer, justement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Ouais, je fonctionne aussi par phase, en vrai. Mais toi, est-ce que ça t'arrive quand même de mettre les pieds dans des Zara, dans des H&M ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Ok. Alors, j'ai beaucoup diminué. Je pense que j'y vais peut-être 2 fois par an. Par curiosité un peu aussi. Ok. Pour voir un peu comment ça évolue. Et des fois aussi, je me dis, oh, et puis zut, s'il y a un truc qui me plaît, je vais le prendre. Parce qu'en fait, c'est aussi, je comprends pourquoi les gens vont là-bas. C'est la simplicité, c'est hyper accessible, c'est pas cher. Donc, je comprends totalement pourquoi les gens ils y vont. Mais j'avoue que plus j'ai pris de recul, je pense que ça fait quand même maintenant, je dirais peut-être 6 ans, que je consomme vraiment quand même presque plus de fast fashion. En fait, même quand je me dis, vas-y, je vais y retourner pour me faire plaisir et tout, je trouve ça hyper nul, en fait, ces magasins.
Parce que c'est un peu tu rentres dans une boîte avec des lumières horribles et souvent la musique est un peu horrible aussi. Et puis, t'as tous ces habits, honnêtement, avec le recul aussi, qui sont pas très bien faits. Les coupes sont c'est pas vrai. belles. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Après, je sais pas si c'est parce que je pire. vieillis et que je fais plus attention aux détails que quand j'étais plus jeune. Non, c'est de pire en Mais pire. la qualité, pour le prix, parfois... Exact. Typiquement, Zara, c'est devenu cher. Hein, pour une qualité vraiment médiocre, je trouve. Ouais, mais il y a vraiment une dégradation, en fait, de la qualité aussi. Même, justement, H&M, Zara et tout, parce que ils veulent diminuer les coûts de production, donc ils mettent plus de matière synthétique aussi dans les vêtements. Ils font des coupes dans moins de taille. Ça leur coûte moins cher de faire moins de taille, donc ils font des coupes un peu plus approximatives qui vont fitter aussi un peu plus de gens, mais que du coup, c'est aussi un peu moins beau. Donc non, il y a vraiment une perte de qualité aussi dans ces chaînes. Mais après, moi, j'achète plus tellement là-bas. Je m'habille vraiment essentiellement en seconde main. Et puis, de temps en temps, j'achète des pièces justement de copines qui ont des super marques aussi en Suisse ou comme ça. Parfois, je vais acheter genre des chaussettes chez H&M, quoi, parce que si vouloir tout faire parfait, c'est aussi franchement un poids des fois. Mais en fait, j'ai juste envie de m'acheter des chaussettes. Ouais, et puis, je vois. faire des méga recherches sur Internet et je sais pas quoi. Non, franchement, des fois, faut aussi simplifier la vie, quoi. Mais... Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense à vraiment... Enfin, j'aime trop ma meilleure amie parce que je crois que c'est une des rares personnes que je connais qui est très écolo et très alignée avec ses valeurs, tu vois. Elle prend pas du tout l'avion, elle a pas de voiture, elle s'habille qu'en fripe. Et je me dis, waouh. Rien que pour la voiture, parfois, je me dis, je pourrais prendre le train, mais j'ai pas la force qu'elle a, quoi. Donc, et c'est vrai que pour les habits, du coup, ça devient aussi... Enfin, c'est tellement facile de rentrer dans un magasin ou de commander en ligne. Hein. Moi, je vois si j'ai besoin de... Tu sais, les basiques, genre des t-shirts blancs ou des chaussettes ou n'importe quoi. C'est vrai que j'ai tendance à commander, tu vois. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je me dis, j'ai besoin de sous-pull blanc. Ouais, je comprends. Mais c'est des choses à améliorer, en vrai. En vrai de vrai. Mais je pense que, par exemple, moi, au début, quand j'ai commencé à me poser ces questions, il y avait cette culpabilité, un peu, mince, il faut que je change, mais le moteur de ce changement, c'est la culpabilité. Genre, si je fais pas ça, je vais contribuer à quelque chose de mal, etc. Du coup, pour moi, c'est pas un bon moteur, parce que ça te fait juste te sentir mal, en fait, dans la démarche. Et après coup, je pense que j'ai plus pris le truc à l'envers en me demandant qu'est-ce que c'était mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de dégager, pourquoi j'ai envie d'acheter ces vêtements-là, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et par ce biais-là, ça m'a donné envie de changer mon mode de consommation, mais je pense que c'est le seul moyen, parce que par la culpabilité, ça marche pas, en fait. Ouais. Faut pas se culpabiliser, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que souvent c'est trop cher de s'habiller, que ce soit en fripe, ou de trouver des marques éco-responsables? En général, on va pas se mentir, mais ce qui est tout à fait compréhensible par la démarche et par le chemin de création de ces pièces-là, mais c'est des pièces qui sont plus chères que... même maintenant, on parle de Zara, H&M, mais il y a du Shein où tu trouves des pièces à 10 balles, quoi. Donc, je sais pas, moi, pour les étudiants ou les gens qui n'ont pas trop d'argent, en général, c'est l'excuse que tout le monde sort, c'est « ouais, mais c'est vrai qu'actuellement, tu vas en fripe, les pièces, elles sont tout aussi chères, voire plus chères parfois qu'en magasin, quoi. » Ouais, ça dépend. C'est vrai que la seconde main, c'est devenu un petit peu plus cher. Mais moi, je dirais quand même, seconde main, c'est vraiment la meilleure solution. Les marchés aux puces, les brocantes, ça reste... Quand c'est des privés qui vident leur grenier, ça reste quand même très accessible souvent. Après, c'est aussi envahi par des marques de super mauvaise qualité, justement, les friperies. Donc, c'est aussi un peu plus dur de trouver des belles pièces, je trouve. Mais je pense que c'est toujours quand même la meilleure solution. Maintenant, il y a aussi Ricardo, on trouve beaucoup de choses. Mais tu sais que moi, j'aurais jamais pensé à aller voir sur Ricardo. Ah ouais? Ouais, là, je vais aller le faire. Non, mais clairement. Ouais. Je sais pas, pour les habits. Et surtout, moi, je me plains tout le temps qu'on n'a pas Vinted en Suisse. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Je crois que j'avais vu passer
Je sais pas s'il y a d'autres applications maintenant qui ont copié un peu Vinted pour la Suisse. Je sais pas non plus. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais Ricardo, il y a vraiment beaucoup de choix maintenant. Franchement, je vais aller regarder. Hein. Mm-hmm. Ouais, tu vois, j'aurais pas pensé comme ça. Ouais, moi, j'ai trouvé. J'aurais regardé pour des meubles, enfin, tu vois, mais pour les habits, j'aurais pas pensé, je sais pas pourquoi. Ouais, tout, même lunettes, bijoux, c'est super cool. Moi, j'adore. Mais ouais, je pense que seconde main, c'est vraiment la meilleure chose. Je dirais pour moi, qui est aussi un petit budget, vraiment mix seconde main, aussi acheter juste moins de choses, en fait, en réalité. Être un peu plus créatif, de mixer des pièces avec d'autres nouvelles choses, enfin, d'autres pièces pour créer des nouvelles tenues. Garder ce qu'on a déjà, le transformer, je sais pas, faire une broderie dessus. En fait, aussi le fait d'intervenir soi-même sur ses vêtements, de le broder ou de changer la coupe, etc. Bon, pas tout le monde a envie de faire de la couture, mais voilà, ça donne envie de le garder, ça le rend plus précieux. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec mes habits. Et puis, de temps en temps, de s'acheter, quand on peut, une pièce à 200, 300 francs, on met un petit peu de sous de côté, puis on s'achète de temps en temps une belle pièce d'une marque locale, etc. Mais je pense que c'est la meilleure solution. Pour moi, ça fonctionne bien, en tout cas. Ouais. Toi, c'est quoi un peu tes influences ? Mes influences ? Ouais, dans tes créations. Ça peut être d'autres créateurs. Est-ce que c'est... Je crois que j'ai vu, parce que je t'ai stalké avant de t'avoir ici. Est-ce que c'est je sais pas moi, des livres d'histoire, n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas dire « Ah, je vais partir dans cette direction, je vais créer telle pièce ?» C'est une bonne question. Je pense que ça dépend un peu des pièces. Genre, par exemple, cette robe, elle m'inspire beaucoup, donc je pense que je vais créer une robe un peu similaire dans la coupe. Ouais, en fait, je suis quand même beaucoup inspirée par les vêtements historiques. Les coupes historiques, ça m'a beaucoup inspirée parce que avant, pour par exemple les chemises, enfin pas mal de vêtements, ils faisaient vraiment zéro gâchis, donc ils tissaient genre une largeur comme la table de tissu et ils coupaient que des pièces carrées dedans et rectangulaires pour avoir zéro chute. C'était hyper précieux et beaucoup de travail. Et ils réussissaient à faire des coupes vraiment jolies avec ça, avec des fronces et tout ça pour que ça s'adapte au corps. Et puis ça m'inspire beaucoup comme pratique. Donc ça, je fais beaucoup en m'inspirant de ça, des vestes, des sacs. J'aimerais bien faire des robes aussi comme ça. Et après, j'essaie de pas trop regarder ce que font les autres. Enfin, je regarde de toute façon un peu. Je suis aussi méga influencée par Instagram, on va pas se mentir. Mais j'essaie d'un peu moins regarder ça et puis de plus m'inspirer justement de photos dans les livres. Après, j'utilise pas mal Pinterest aussi, j'aime bien. Ouais. C'est trop bien Pinterest. Ouais, c'est cool, moi j'aime bien. Mais moi, ça alimente mon envie d'acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Ouais. Il y a beaucoup de pubs maintenant sur Pinterest. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, pour les... Ouais, moi, j'aime bien regarder des idées d'outfit ou... Ouais. Mais après, aussi, en brocante, j'aime bien regarder les coupes d'anciens vêtements. Il y a souvent des trucs, des choses beaucoup plus créatives qu'aujourd'hui dans les coupes. On retrouve des fois des vêtements de petits couturiers faits sur mesure en Suisse. Et puis, c'est des coupes vraiment jolies. Ouais, j'aime bien m'inspirer de ça. La brocante, ça m'inspire de fou, en fait. Ouais. Il faut que je retourne en brocante. Mais encore une fois, tu vois, j'ai ce truc de... Je vais en brocante pour les meubles. Ah ouais. Et ouais, tu vois, encore une fois, j'aurais pas pensé spécialement à aller voir un peu des habits. Alors que je pense que tu peux trouver des belles pièces, en vrai. Ouais. Là, je suis à la recherche d'un manteau en fausse fourrure. Ou en fourrure, mais vintage. Ouais, donc il faudrait que je regarde un peu. Ouais, ça, c'est une bonne piste. Tu vas en trouver assez facilement. Ouais, je pense, hein. Ouais. Ouais. Ok, trop bien. Stéphanie, je crois que ça fait... ça va faire 1 heure qu'on parle, déjà. Ça passe vite, ouais. Ouais, t'as vu ? Je te dis, à chaque fois, tu vois, que je parle avec les invités, ouais, on va durer 1 heure, tu vois. Ils sont là, ah ouais, 1 heure, mais en vrai, ça passe archi vite. C'est quoi un petit peu tes objectifs pour la suite ? Comment est-ce que tu vois ta marque évoluer ? J'aimerais... Pour l'instant, je fais tout moi-même, du design à chercher les tissus, à coudre. Je crois que j'arrive un peu au bout de ça parce que même faire les photos, mon site et tout, c'est vraiment énorme. Tu gères tout, tu gères ta com, ouais. Tu gères tout, ouais. Et du coup, je sens que pour que ça évolue un peu, il faut que je saute le pas de déléguer un peu des tâches. Donc, je pense que je vais faire produire des pièces. Je vais essayer de trouver un atelier local pour faire produire. Je crois qu'il y a un avion qui passe, je sais pas, on est en plein Lausanne.
Mais il y a quelque chose qui passe. Et on dirait un hélicoptère. ouais. Enfin bref, peu importe. On espère que tout le monde va bien et qu'il n'y C'est a pas eu un ça, accident. Trop bizarre. Donc ouais, faire évoluer ça et élargir aussi à peut-être plus d'autres pratiques. J'aimerais bien, enfin dans un futur plutôt lointain, faire des gammes de céramique, pourquoi pas d'objets en bois, d'objets tissés main. Enfin voilà, j'ai des grandes ambitions et envies et puis ouais, c'est ça la suite. Et ton rêve ultime pour ta marque, ce serait quoi? Ben justement de pouvoir créer toutes ces gammes d'objets en travaillant avec des petits ateliers artisanaux partout en Suisse, en France voisine, et pouvoir pérenniser du coup leur activité grâce à ça, tout en voilà, donnant un twist moderne à ces traditions, et puis pour que les gens continuent à envie de les avoir et les acheter et puis les garder. Voilà. Mmh. Du coup, on peut te retrouver sur Instagram, Ouais. sur ton site, Stéphanie Bircher, c'est ça? Exact. Et t'es sur d'autres réseaux? Non. Ok. Donc Instagram et stéphaniebircher.ch. Ouais, okay. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup. C'était trop bien. Merci à toi, Sabrina.